Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire dédié à la gestion des identités et des accès. Je m'appelle Antoine Aubin, je suis Field Marketing Manager chez Oracle France. Et avant de commencer ce webinaire et retrouver nos intervenants, j'ai deux propositions pour vous ce matin. La première que vous voyez à gauche, c'est de pouvoir bénéficier à des formations gratuites avec Oracle University et notamment une formation Become a Cloud Security Professional. Donc, pour bénéficier de ces formations, vous pouvez scanner le QR code que vous voyez sur le slide ou cliquer sur le lien que nous vous partageons dans l'onglet Discuter de Zoom Webinar. Une fois que vous seriez sur le lien, vous avez juste à vous connecter avec votre compte Oracle ou créer un compte et vous aurez accès à toutes les formations disponibles sur Oracle University. Autre proposition que vous voyez à droite, c'est de rejoindre le groupe LinkedIn Objectif Cloud Oracle. C'est un groupe d'échange en français qui comporte plus de 1000 membres. Ce groupe, il vous permet d'échanger avec nos experts, de poser toutes les questions, de pouvoir avoir le replay des différents événements et notamment ce webinaire-ci où le replay sera partagé dans quelques jours et d'avoir toute l'actualité d'Oracle. Pour rejoindre ce groupe, vous pouvez scanner le QR code sur le slide ou cliquer sur le lien dans l'onglet Discuter. On se retrouve aujourd'hui donc pour la prochaine heure sur un webinaire intitulé Gestion des identités et des accès, adopter une stratégie sécurisée et sans mot de passe. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Le slide du Safe Harbor qui atteste que le contenu qui vous sera présenté ce matin n'a pas valeur de contrat. Et sans plus attendre, je vous présente les intervenants. Donc, avec nous ce matin, nous avons le plaisir d'avoir Charles Wazana, qui est directeur des systèmes d'information Mine Paris PSL. Donc, merci déjà en avance à Charles qui nous fera un retour d'expérience. Et également avec nous ce matin, David Had, Cyber Security Solution Engineer chez Oracle France. Et justement, David, je te passe la parole. Eh bien, merci beaucoup, Antoine. Et c'est avec plaisir que je vais animer et prendre la première partie sur cette session de ce matin. Bon, je vais vous dire un petit peu le programme, hein. Le programme, ça va être d'abord être de parler de NIS 2, des accès aux applications, du zéro password et tout ça. Après, nous aurons Charles qui viendra partager son expérience autour de la gestion des identités et de la sécurité. Et puis, je reprendrai la main pour approfondir un petit peu la partie gestion des identités. Au dernier Cloud World, Larry, qui est notre CIO, donc le fondateur d'Oracle, annonçait la fin des mots de passe. Il annonçait la fin des mots de passe pour tous les accès aux environnements OCI et donc cloud. Pourquoi il annonçait en fait c'est la fin des mots de passe? Parce que la fin des mots de passe, les mots de passe, ça représente en fait une faille dans la majorité des attaques cyber. Dans plus de 67% des attaques, un utilisateur et son mot de passe est à l'origine en fait de la défaillance du système et de l'attaque cyber. Les mots de passe, faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer et pour l'entreprise et pour les utilisateurs. Donc souvent, en fait, ces mots de passe sont trop faibles, sont facilement identifiables, reconnaissables, enfin, peuvent être attaqués par des attaques de type dictionnaire, par des attaques de type rejeu. Et en fait, tous ces mots de passe sont à la source de ces défaillances. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de voir ensemble ce qu'il faut mettre en attente de NIS 2 et en quoi la fin des mots de passe peut impliquer pour vos utilisateurs et pour vos entreprises. Pour répondre à un challenge qui est d'éradiquer les mots de passe des systèmes d'information, il faut d'abord répondre à un certain nombre de challenges. Le premier, ça va être de respecter des standards. Pourquoi des standards? Parce que c'est ce qui permet en fait l'interopérabilité des solutions et c'est ce qui permet quelque part aussi leur interchangeabilité. Donc ce critère-là est ultra important dans tout ce qui va être monde cyber. L'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur, c'est ce qui va permettre quelque part de se faire abstraction des mots de passe. Le multifacteur, on le connaît tous, on l'utilise probablement
tous pour les accès aux impôts, les accès aux banques. Les banques nous le proposent, nous l'imposent parfois. Donc, on a tous une idée de ce qu'est le multifacteur et de comment ça se déroule dans la vraie vie. Je redonnerai une définition un petit peu plus tard, mais ce point-là est important puisqu'il fait aussi partie d'un principe d'architecture qui est le zéro trust. Dans le zéro trust, pour faire simple, ça va être de ne pas faire confiance aux entités qui communiquent les unes avec les autres. Bon, pour illustrer, que vous soyez que les switches, les routeurs, les utilisateurs, les applications, les applications avec les bases de données, tout ça nécessite en fait une authentification. Et en fait, dans un environnement zéro trust, on va checker à chaque échange l'identité des deux entités communicantes. Donc cette proposition de zéro trust est un concept qui est ultra important dans les architectures cyber et qui nécessite aujourd'hui une mise en place forte. Si on continue dans cette logique, si on combine des standards, du MFA, du zéro trust, on arrive à des solutions qui permettent aux utilisateurs de ne plus avoir à gérer de mot de passe, le passwordless. Mais quand on rentre dans ce type d'architecture, on impose aussi à l'utilisateur de gérer en fait ces différents facteurs. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi être un frein au déploiement du multifacteur dans une entreprise. Aussi, l'idée, c'est de proposer des solutions qui vont simplifier cette expérience et qui vont permettre à l'utilisateur de s'authentifier réellement une seule fois le matin à l'ouverture de son poste de travail. Donc l'idée, c'est de remplacer la mire Windows avec une solution qui va authentifier l'utilisateur, qui va l'authentifier sans mot de passe, de manière forte, et qui derrière va donner à l'utilisateur une expérience passwordless, SSO, single sign-on, et qui lui permettront d'accéder à ses documents, aux applications, que ce soit déployé dans un cloud ou que ce soit on-premise. Donc toute cette partie-là, elle est capable d'être mise en place avec ce type de nouvelles solutions qui apparaissent et que nous pouvons vous proposer. Donc, on va le voir un petit peu plus tard. Si Larry, au dernier Cloud World, annonçait la fin des mots de passe, le mois d'après, au mois d'octobre, était promulguée la loi NIS 2. Donc la loi NIS 2, elle va concerner l'ensemble des États européens, donc la France en particulier. Elle va concerner les entités publiques de la France, les ministères, les écoles, les universités, toutes ces choses-là, et aussi le privé. Et en fait, ça va être plus de 10 000 entités au total qui vont être concernées par ces directives et qui vont être graduées en des entités essentielles ou importantes. Dans la directive NIS 2, il y a un certain nombre d'obligations, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont demandées aux entreprises et aux entités d'être mises en place. Et nous allons nous arrêter sur, en particulier, deux qui vont nous intéresser aujourd'hui. La première, c'est tout ce qui est sécurité des ressources humaines et des politiques de contrôle d'accès. Alors derrière ce vocable-là, pour nous, on va parler de gestion des identités et des accès. Comment, pour des utilisateurs à qui on demande toujours plus de contraintes sur l'authentification avec du multifacteur, comment faciliter leurs accès et sécuriser en fait ces accès aux applications. Donc ça, c'est une première brique de gestion d'identité et des accès. Et une deuxième mesure qui est mise en place qui est demandée par NIS 2 et qui concerne directement l'authentification à plusieurs facteurs, donc le multifacteur. Et puis qui demande aussi une authentification continue. Notre offre permet de répondre à ces deux directives au travers de plusieurs solutions qui sont basées en fait sur
5 piliers. Le premier, c'est l'authentification forte. L'authentification forte, c'est ce qui permet de faire du multifactor authentication. C'est ce qui permet de faire abstraction du password tout en renforçant la sécurité de l'accès aux applications et aux systèmes d'information. C'est l'access management. C'est la brique qui permet justement de faire ce contrôle et de sécuriser vos applications, de sécuriser vos bases de données, de sécuriser vos machines, vos accès Linux ou vos accès Windows, et qui permet aussi de renforcer avec le multifacteur, qui permet aussi de faire le passwordless. On a une troisième brique qui permet de renforcer les référentiels d'identité en donnant une vision uniformisée et unique pour permettre leur gestion, que vos identités soient réparties dans votre entreprise, en prémisse, ou qu'elles soient aussi déployées dans un cloud provider X ou dans un autre cloud provider Y. Donc c'est une brique qui centralise en fait les identités et qui permet leur gestion de manière aussi centralisée. Gestion centralisée qui se fait avec deux autres briques qui sont plus orientées gestion des identités et des accès, avec une première brique qui permet de gérer le cycle de vie. Le cycle de vie de quoi? Le cycle de vie des utilisateurs, le cycle de vie des rôles. Pourquoi les rôles? Parce que les rôles, c'est quelque chose qui permet de gérer simplement, lisiblement, les accès dans l'entreprise. Et cette partie-là est renforcée par toutes les fonctions de gouvernance, de revue de droit, de certification, d'audit, de reporting, et qui est dans une brique d'access gouvernance. Ces 5 piliers, on les retrouve on-premise dans 3 gammes de produits. Une première qui est de l'access management, naturellement. Une deuxième qui est les directory services, pour tout ce qui est identity store. Et puis la troisième, pour la gestion des identités et des accès. On la trouve aussi dans le Cloud Oracle, sous forme de 2 services. Dans le Cloud Oracle, on parle de service Identity as a Service. Ce n'est pas des logiciels, c'est vraiment du service. Et en 2 briques, une qui est plus orientée Access, avec une offre IAM, Identity and Access Management, et une deuxième offre qui est Access Governance, qui permet de gérer les identités dans le cloud Oracle, dans les autres clouds et on-premise. Ces produits, en fait, Oracle est le premier utilisateur. Premier utilisateur parce qu'on intègre en fait ces services, on utilise ces produits dans nos différents services et produits Oracle. On est aussi notre premier utilisateur. C'est-à-dire que chaque employé Oracle utilise ces solutions au quotidien pour accéder aux applications et aux environnements Oracle. Donc, nous sommes plus de 164 000 dans 170 pays et cette partie-là est importante pour nous. Si nous sommes les premiers utilisateurs de nos solutions, en fait, ce qui nous importe, nous, c'est plutôt nos clients. Et nos clients ont la vocation à nous faire des retours en fait sur leur utilisation. Et en fait, ils peuvent nous faire ces retours au travers d'analystes qui sont les Gartner, qui sont les Kubernetes Call, qui sont les Omdia. Et en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est les notes qu'ils nous donnent, parce qu'en fait, elles sont sur 5, avec des notes de 4,6 et 4,8. On trouve que c'est déjà pas mal. Et toute la reconnaissance en fait de ces utilisateurs-là permettent à nos clients de se conforter dans leur choix de produits. Donc cette partie-là, elle est importante aussi pour nous. Si je parlais de NIS 2 et de la mise en place de multifacteurs, là, je vous en donne une définition rapide de ce qu'est le multifacteur. Le multifacteur, comme son nom l'indique, c'est l'utilisation de différents facteurs pour authentifier les utilisateurs. Donc, quelque chose que l'on connaît, ça peut être un code PIN, ça peut être un mot de passe ou un secret. Quelque chose que l'on
qui nous caractérise, ça va être tout ce qui va être authentification morphologique. Hein, c'est les empreintes, c'est l'iris d'un œil, c'est toutes ces choses-là. C'est quelque chose que l'on possède, le mobile. On possède un mobile pour justement faire un petit peu de morphologie et d'authentification de ce type-là. Ça peut être aussi des cartes à puce, des smart cards avec des certificats dessus pour une PKI. Et puis, on a un quatrième facteur qui est la géolocalisation. En fonction de la géolocalisation, les systèmes d'accès peuvent renforcer une authentification ou même la bloquer. Et tout ça, ça permet en fait une analyse de risque qui est faite à partir d'éléments de machine learning et d'intelligence artificielle qui pilotent en fait tous ces modules-là. Si on remet tous ces éléments dans un mixeur, on reprend nos standards, on reprend le MFA, on reprend le Zero Trust et on facilite l'accès à nos utilisateurs. Pour faciliter l'accès à nos utilisateurs, parce qu'en fait c'est un gage de sécurité quelque part, hein, on leur propose de ne plus gérer nos mots de passe, mais on va leur demander de se réauthentifier à chaque fois qu'une application le demandera. Donc, l'idée, c'est depuis l'ouverture de session le matin, que vous soyez sur du Windows, sur du Mac, sur du Linux, ou même que vous soyez sur un mobile, des applications mobiles de type iOS ou Android, vous faites une première identification. Cette première identification, basiquement, c'est un login. L'idée, c'est s'identifier sur la mire d'authentification du poste de travail, et puis derrière, que ce poste de travail vous demande une authentification qui va être basée sur un code PIN pour du FIDO2 ou de la biométrie avec une empreinte digitale ou le fond d'un iris. Et une fois qu'on a fait cette authentification, c'est d'offrir à vos utilisateurs une expérience 100% SSO qui va leur permettre d'accéder à l'ensemble des applications, à l'ensemble des documents qu'ils utilisent dans leurs activités quotidiennes. Donc l'idée, c'est vraiment de plus avoir de mot de passe et de plus non plus avoir de phase où on demande systématiquement une authentification à vos utilisateurs. On demandera une authentification, un renforcement d'identification pour certaines applis, dans certains contextes d'utilisation, par rapport aux IP par exemple, par rapport au type de poste de travail utilisé, par rapport aux heures de travail. Mais on n'aura plus cette authentification systématiquement et obligatoirement. Donc on propose vraiment une offre qui permet de faire du single sign-on et ne plus avoir à se réauthentifier à chaque accès. À côté de cette solution, qui va être déployée sur les postes de travail, hein, évidemment, nous avons aussi deux types de consoles. Des consoles pour une administration centrale et puis typiquement vérifier les sessions, suivre les sessions, vérifier les équipements qui sont enrôlés, définir en fait les types de contrôle d'accès supportés, autorisés, et pour le poste de travail et pour les applications. Donc tout un travail d'administration et de délégation d'administration associée. Et puis toute une série de pages en self-service pour que vos utilisateurs puissent gérer eux-mêmes l'enrôlement de leurs équipements, qu'ils puissent gérer également les codes PIN dont ils ont besoin avec FIDO2. Voyons voir maintenant, dans une démonstration, comment tout ça s'organise. Nous allons commencer avec un premier cas d'usage qui va être un nouvel employé qui rentre dans l'entreprise. Et nous aurons un deuxième cas d'usage juste derrière qui sera en fait l'accès d'un prestataire sur les ressources de son client. Ricardo, c'est un nouvel employé. À Ricardo, on lui a fourni un poste de travail, un laptop, on lui a fourni un téléphone mobile
et on va lui avoir fourni une YubiKey, une clé qui va lui permettre de s'authentifier. Là, dans un premier mode d'authentification, il rentre simplement son login. Derrière son login, le système lui envoie une demande de validation sur son application mobile et que le Ricardo valide. Une fois qu'il a validé, il accède à son environnement. On va voir maintenant un deuxième mode où Ricardo, en fait, va faire commencer la même session, il va rentrer un login, le système va identifier l'utilisateur et va lui proposer de s'authentifier avec différents modes. Et là, Ricardo, il va utiliser la YubiKey qui lui a été fournie dans son package d'arrivée. Donc là, il insère sa YubiKey et il va sans doute mettre son doigt sur la YubiKey pour la valider. Peut-être que c'est une YubiKey qui fait de l'authentification morpho. Donc, au final, il est identifié, authentifié par le système, et à partir de là, on tient notre promesse, il peut accéder à toutes les applications. Maintenant, les applications peuvent aussi décider de renforcer l'authentification. Donc, elles peuvent challenger Ricardo pour qu'il utilise cette fois l'application mobile qui est déployée sur son poste de travail. Et donc là, il va rentrer ce qu'on appelle un one-time password, un mot de passe à usage unique, qui va lui permettre d'accéder à des pages qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Ricardo, on peut aussi en fonction de ces types d'accès, par exemple sur la partie Office 365, lui demander une authentification encore un petit peu plus forte. Donc, parce qu'il accède à des documents qui sont un peu accédés, l'application va vérifier l'IP en fait, de Ricardo. Et ici, on voit un administrateur qui peut voir pourquoi l'accès a été bloqué par Ricardo, parce que il y accédait depuis un cybercafé ou je ne sais. Prenons le deuxième exemple. Là, nous avons Émilie. Donc, Émilie, c'est une prestataire de service qui a son laptop fourni par son employeur et qui accède chez un client. Donc, ce client, c'est toujours la même entreprise que Ricardo. Et là, elle s'est authentifiée en rentrant un login et on lui demande d'utiliser l'application mobile qui est déployée chez son employeur pour s'authentifier auprès du client. Un petit peu compliqué, mais c'est comme ça que ça fonctionne généralement. On a un poste de travail qui permet de travailler à distance chez différents clients. Et donc ici, parce qu'elle s'est authentifiée une première fois et qu'elle est prestataire, l'accès à l'application demande un renforcement d'authentification et propose un facteur à Émilie. Et donc là, elle rentre à nouveau un one-time password. C'est plus en mode push, c'est en mode saisie. Et elle accède aux applications de l'entreprise. On voit qu'elle est loguée en tant qu'elle-même et qu'elle peut aussi se déconnecter de toutes les applications comme elle a besoin. Maintenant, en fonction des applications, elle peut aussi faire d'autres types de facteurs. Et ici, c'est une clé de type FIDO, YubiKey ou autre, qui demande en fait de rentrer un code PIN et de valider en fait sa clé. Donc à partir de là, Office 365, toutes les applications SSOisées de l'entreprise peuvent être accédées par Emily. Donc c'est notre deuxième exemple autour de ça. Donc avec ce type de solution, on a vraiment une promesse de bout en bout d'augmenter la sécurité, puisqu'on fait que de l'authentification forte et multifacteur, tout en simplifiant l'expérience utilisateur
qui n'a plus à retenir, ni à changer, ni à resetter ses satanés mots de passe. Donc, on ne veut plus entendre parler. Je vais laisser la place à Charles, qui va nous faire un retour d'expérience en fait, sur son projet de gestion d'identité aux mines de Paris. Merci Charles, à toi. Merci David. Bonjour, donc Charles Wazana, je suis directeur des systèmes d'information de Mines Paris PSN. Je vais vous présenter notre retour d'expérience sur un projet de gestion des identités. En commençant par vous expliquer qui nous sommes. Donc, Mines Paris est une grande école d'ingénieurs française, une école de référence, notamment en matière de recherche partenariale, et membre fondateur de l'Université Paris Sciences et Lettres. En quelques chiffres, l'école compte 1000 collaborateurs, 1500 élèves et 18 centres de recherche. Précédemment, notre gestion des arrivées et des départs était basée sur des outils maison, un tas d'outils, de briques logicielles ou de scripts développés en interne, avec des déclarations, des échanges qui se faisaient exclusivement par mail, des imports de données en fait en masse qui étaient faits à partir de fichiers CSV construits à la main. Il faut savoir que chaque année, on compte à peu près 1000 arrivées et 1000 départs, donc 80% d'élèves. Ce projet a commencé par une étude sur la gestion des entrées-sorties. L'objectif de cette étude était de réduire notre dette technique, d'améliorer la sécurité des accès, de supprimer les traitements sans valeur ajoutée, de fiabiliser les données, puisqu'on avait identifié des ressaisies, donc des multiples saisies, avec à chaque fois un risque d'erreur, notamment sur la qualité des données. Cette étude, en fait, a commencé par un audit de l'existant, avec une cartographie des processus par population, l'identification de points de douleur et les attentes des parties prenantes. Ensuite, nous avons travaillé sur la définition des processus cibles, notamment sur l'harmonisation, l'optimisation des processus existants, l'automatisation des traitements, et nous avons terminé par définir la cible fonctionnelle, un référentiel d'identité construit à partir de différentes sources, et dans ce cadre, un raccordement progressif, et je vous la présenter maintenant. Cette architecture, en fait, comme vous le voyez au centre, nous avons cette brique, le référentiel d'identité, cet outil d'Oracle qui s'appelle Oracle Identity Manager, qui est alimenté à partir de différentes sources, des SI qu'on qualifie de sources autoritaires. Donc, on a un SI scolarité pour les élèves et les vacataires, un SI doctorat pour nos doctorants, et pour tous nos personnels, un SI RH. Une fois en fait alimenté, ce référentiel nous permet, grâce à différentes stratégies, de provisionner ou de révoquer des comptes applicatifs, que ce soit au niveau des applications de la DSI, à savoir des annuaires OpenLDAP ou Active Directory, une messagerie Zimbra ou Office 365. Nous pouvons également en fait provisionner et révoquer des accès aux applications métiers, donc un certain nombre d'applications avec lesquelles nous allons nous interfacer. Nous avons découpé ce projet en fait et sa mise en œuvre en 3 étapes. D'abord, commencer par s'interfacer avec nos applications, donc les applications qu'on maîtrisait DSI, puis en raccordant OIM avec nos sources autoritaires, donc les différents SI que vous voyez sur la partie gauche, et nous terminons en fait la mise en œuvre de ce projet à travers l'interfaçage avec les applications métiers. Nous avons découpé ce projet de cette manière, notamment pour ne pas toucher au processus actuel, en tout cas précédent, sur l'alimentation de notre référentiel à partir d'un fichier plat, donc CSV. Nous avons ensuite interfacé OIM avec nos différentes applications DSI, OpenLDAP, AD, Zimbra et Office 365. Dans la seconde étape, nous avons interfacé OIM avec les différentes sources autoritaires dont je vous ai parlé précédemment. Et pour la dernière étape, nous interfaçons OIM avec les différentes applications métiers. Ce qu'on peut retenir de ce projet, c'est notamment des difficultés qui sont liées à la connaissance de l'existant et à sa compréhension.
Les années passant, nous avons développé différents outils maison avec des sachants qui sont partis. Et pour retrouver l'information et pouvoir l'intégrer dans ce processus, ça a été difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous avons consacré beaucoup de temps à reprendre la main et la connaissance de cet existant. La seconde difficulté, elle n'était pas facile dans le cadre de l'intégration de ce type d'outil, c'est trouver la bonne approche entre le paramétrage de l'outil et les développements en fait, qu'on pourrait faire en fait, soit directement au sein de l'outil, soit à côté. Il a fallu aussi pour mes équipes d'apprendre à travailler autrement, c'est-à-dire avec de multiples environnements, un environnement de développement, un environnement de test pré-production, un environnement de production. Ensuite, nous avons dû apprendre à industrialiser les déploiements. Chaque déploiement devait être testé de manière unitaire, puis déployé dans l'environnement de test pré-production pour ensuite être mis en production. Une des difficultés qu'on a pu rencontrer également, c'est de trouver le bon équilibre entre une montée en compétences en interne et l'intégration. Car ce que nous souhaitions d'abord et avant tout pour ce projet, c'est de garder un certain degré d'autonomie. Nous avons également dû gérer quelques exceptions et pour trouver justement quand elles ne rentraient pas dans les cases qui avaient été prévues initialement. Et la dernière difficulté à laquelle nous avons dû faire face, c'est gérer des attributs multi-évalués. Des personnes qui étaient sur plusieurs sites, dans plusieurs bureaux, avec plusieurs numéros de téléphone, et de pouvoir les gérer efficacement dans l'outil. J'ai terminé. Je vais repasser la parole à David. Merci beaucoup, Charles. Effectivement, ce type de projet, c'est le fondement de la mise en place de solutions cyber dans une entité, dans une école ou dans une entreprise. C'est à peu près le même type de démarche en fait, que l'on retrouve chez tous nos clients et qui permet de démarrer un cycle positif de tout ce qui va être gestion du cycle de vie des utilisateurs et aussi derrière de tous les cycles de vie des accès au travers de la mise en place de rôles et d'éléments comme ça. La gestion des identités, c'est quelque chose qui est imposé qui est imposé. Ça fait partie des mesures de NIS 2. C'est une des mesures qui met en avant la gestion des identités et des accès. Cette gestion des identités et des accès, elle vient en complément de tout ce qui va être authentification multifacteur, de la sécurisation des accès par l'authentification et l'éradication des mots de passe, mais au prix de rajout de différents facteurs. En effet, typiquement, un utilisateur qui va être authentifié par des éléments morphologiques, en fait, son identité ne va pas bouger au fil du temps. Cette identité va aller liée à l'utilisateur, elle sera toujours valide. Donc, le cycle de vie est ultra important dans ce cadre-là pour être sûr qu'un utilisateur qui quitte l'entreprise quitte réellement l'entreprise et que tout ce qui va être authentification ne sera plus possible au-delà de l'utilisation du mot de passe, puisqu'on imagine dans ce cadre-là que les utilisateurs ne gèrent plus que différents facteurs morphologiques, de possession d'applications mobiles ou encore de cartes à puce. Donc toutes ces parties-là sont ultra importantes. Donc la gestion du cycle de vie des utilisateurs et des rôles, on a une brique qui gère toute cette partie-là. Le produit, c'est Oracle Identity Manager, c'est aussi Oracle Identity Governance, selon le vocable qu'on utilise pour cette brique, qui est toujours la même, hein, qui est unique, elle a juste changé de nom au fil du temps, et qui est une brique essentielle pour assurer une gestion efficace des utilisateurs, de leurs droits, et d'assurer toute la gouvernance qui est autour, tout ça en parfaite harmonie avec les attentes de l'entreprise. Notre solution, en fait, elle se caractérise surtout par des interfaces qui sont simples et unifiées.
Parce qu'en fait, ces interfaces, elles sont adressées à des utilisateurs lambda, des utilisateurs finaux, et puis aussi à des managers, à des administrateurs. Elle repose aussi sur un principe de moindre privilège. Pourquoi? Parce que déjà, les utilisateurs n'ont pas forcément besoin d'en connaître sur tous les accès possibles et toutes les applications possibles dans l'entreprise. Mais ce principe de moindre privilège, on l'applique aussi aux administrateurs, de sorte à pouvoir faire de l'administration déléguée et de gérer encore plus finement toute la partie gestion de ces utilisateurs avec de la délégation. Chaque utilisateur est aussi acteur de la sécurité. On l'a vu avec l'authentification, le multifacteur, ça c'est une chose. Il l'est aussi dans les accès qu'il a dans les applications. Et donc il y a toute une série d'interfaces qui permettent le self-service et aux utilisateurs de gérer une partie de leurs informations, leur identité. Après tout, c'est eux qui sont maîtres de ces informations-là, mais aussi des demandes qu'ils peuvent faire pour accéder à telle ou telle application en fonction de leurs besoins et des tâches qui leur sont assignées par l'entreprise. Ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que toutes ces fonctions, toutes ces gestions, le reporting, les revues de droit, la conformité, les demandes, tout ce qui fait partie de cette brique-là est aussi gérable sous forme d'API. Ce qui fait qu'elle est interopérable aussi à partir d'autres applications et d'applications que vous pouvez aussi développer pour vos propres besoins. Derrière cette solution, pour faciliter justement cette gestion, on a introduit la notion de rôle. Tous les droits qui sont demandés par les utilisateurs peuvent être donnés au travers de rôles qui caractérisent en fait leurs besoins et qui donnent une abstraction lisible en fait à la fois pour les utilisateurs mais aussi pour les gestionnaires de comment gérer les habilitations dans l'entreprise. Donc cette notion de rôle, on va voir dans la suite de cette présentation comment bien les gérer et en quoi elle est importante. Si on parle de gestion des identités et de cycle de vie, une des caractéristiques importantes, c'est tout ce qui va être le provisionnement. Le provisionnement, c'est quoi? C'est la capacité de l'outil d'Oracle Identity Manager de créer des comptes dont ont besoin les utilisateurs finaux. Donc, c'est ce qui permet d'aller dans une application cible et de créer et les comptes et donner les droits qui correspondent aux besoins de l'utilisateur. Encore une fois, probablement, ça va être fait par le biais de rôles, mais ça peut être fait aussi de manière complètement discrétionnaire en fonction de certains besoins. Tout ça, c'est ce qui a été mis en place par Charles dans son école, les Paris Mines PSL. Et c'est aussi tout ce qui va permettre de gérer des applications qui soient on-premise ou qui soient dans le cloud. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans cette notion de provisionnement, ce qui est important, c'est aussi toute la capacité de ces outils à gérer réellement les comptes et les utilisateurs dans les applications cibles. Notre solution, elle vient avec un ensemble de connecteurs, ces éléments qui permettent d'aller dans les applications et de gérer les utilisateurs et les comptes. D'abord pour le cloud, aujourd'hui, que ce soit des applications purement cloud ou des cloud providers, parce qu'on gère aussi les comptes chez les différents cloud providers du marché. C'est aussi des connecteurs qui sont purement technologiques, qui permettent en fait de gérer n'importe quel type d'accès dans n'importe quel type d'application, avec des technologies qui sont diverses et variées. Et notamment, si on prend l'exemple de la partie Scheme et REST, ce connecteur-là est aussi à la source des différents connecteurs cloud, puisque tout ce qui est dans le cloud aujourd'hui
gérés par des API au travers d'API REST. Et puis, on a une troisième catégorie de connecteurs qui est aussi disponible et qui permet de gérer les applications plus anciennes, on-premise, avec un certain nombre de connecteurs qui sont spécialisés sur une technologie, qui sont aussi spécialisés dans une certaine version, des fois, d'une application qui peut avoir différentes versions de connecteurs parce que l'application elle-même a évolué au fil du temps. Donc, on a aussi toute cette partie historique qui est importante. Donc, nous avons parlé de rôle pour simplifier toute la gestion des utilisateurs, mais est-ce une bonne idée de gérer les rôles? Qu'est-ce qu'il y a derrière la gestion du rôle? Derrière, il y a la gestion de rôle, il y a d'abord une facilité d'usage pour les utilisateurs finaux, ça c'est indéniable, mais il y a aussi une difficulté à les définir. La définition d'un rôle est quelque chose qui prend beaucoup de temps d'analyse, beaucoup de temps de détermination, beaucoup de temps de validation, et les rôles sont très compliqués à définir et à mettre en place. Une fois qu'ils sont en place, en fait, au fil du temps, ils vont s'accumuler. C'est-à-dire que on va avoir du mal à gérer en fait l'octroiement ou le retrait de rôle à des utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils vont changer d'activité dans l'entreprise et plutôt que de leur enlever un rôle, parce que c'est compliqué à gérer, plutôt que de leur enlever un rôle et de leur donner un qui corresponde à leurs actions, on va avoir tendance à les cumuler. Donc ça, c'est un premier défaut qu'il peut y avoir sur les rôles. Les rôles aussi vont pas évoluer au fil du temps. C'est-à-dire qu'on aura mis beaucoup de temps à les définir, et puis une fois qu'ils vont être mis en place, on va avoir du mal à redemander une validation, redéfinir le contenu de ces rôles. Et en fait, au fil du temps, des réorgs, au fil du temps des fusions-acquisitions, en fait, ces rôles-là ne seront plus modifiés, ils ne vont plus évoluer. Donc ça, c'est un défaut. Et pourquoi il y a tous ces défauts? Parce qu'en fait, il y a un manque d'outils aujourd'hui qui ne permet pas de gérer facilement en fait, ces différents rôles et qui ont donc ces différentes problématiques. En fait, cet outil, il existe et chez nous, dans notre offre, et c'est un module qui s'appelle Oracle Identity Role Intelligence. Oracle Identity Role Intelligence permet quoi? Il permet de charger des données. Il permet de prendre le référentiel d'identité et de baser des traitements sur ces éléments-là. Il permet aussi de charger à partir de fichiers plats. On va voir dans un cas d'usage après l'utilité de cette capacité de définir des choses qui ne sont pas encore en place dans l'entreprise. Au-delà du chargement, c'est aussi un outil qui permet de sélectionner une population, de sélectionner certaines applications, de sélectionner certains droits dans ces applications-là pour effectuer ce travail d'analyse et de traitement de rôle. Au-delà de ces critères de caractérisation des droits, il y a aussi la notion de combien je veux de rôles. Est-ce que je veux faire des traitements très fins sur des rôles très spécialisés, par exemple sur une application ou sur une certaine population, ou est-ce que je veux les élargir sur un périmètre qui va être plus global à l'entreprise? Donc en fait, on a cette possibilité-là au niveau de la sélection. La phase d'analyse, c'est une phase d'analyse qui repose en fait sur du machine learning, sur de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un grand mot aujourd'hui qu'il faut absolument annoncer dans nos présentations. Et effectivement, c'est du machine learning qui est derrière
ce module d'analyse. Et ce module d'analyse, c'est lui qui va faire les rapprochements en fonction des critères qu'on aura définis pour proposer des rôles. Donc ces rôles, on va avoir un gestionnaire de rôles qui va avoir défini des critères, qui va aussi avoir en charge de les valider. Et valider, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va regarder en fait les rôles, il va regarder en fait l'impact de ces rôles sur son système, par exemple, typiquement, quels sont les utilisateurs qui vont être impactés par cette nouvelle définition de rôle, et si on donne un rôle, à qui est-ce que ça va être octroyé, avec quels effets en fait sur les accès dans l'entreprise. Donc, cette période de vérification, c'est aussi une période qui permet de faire des retours au niveau de la sélection de données et puis de relancer des campagnes pour raffiner en fait la définition de rôle qui va être proposée en fait par l'outil. Donc, cet outil permet d'aller assez finement en fait dans les détails des rôles. C'est un outil qui permet la simulation de ce qui va être mis en place dans les outils. Et puis, une fois que ces éléments-là sont validés, que les rôles sont définis, on va les publier. Et on va les publier dans Oracle Identity Manager, Identity Governance, OIG, pour application. C'est-à-dire que l'outil va pousser les rôles dans ce gestionnaire des identités et des accès, et il va définir les rôles, créer les rôles, peut-être les mettre à jour, parce que en fait, ça permet aussi de gérer le cycle de vie des rôles, et puis éventuellement les octroyer à des utilisateurs. Donc toute cette partie-là fait partie de la publication et caractérise notre outil de gestion des rôles. Donc on va rentrer dans une phase un petit peu plus de démonstration, enfin de démonstration slideware, hein. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans notre démonstrateur? À gauche, on a un référentiel des identités lié à notre outil de provisioning, OIG. Au milieu, nous avons notre outil de gestionnaire de rôle mining, qui permet de définir ces rôles et de les gérer. Et puis, à droite, nous avons à nouveau notre outil de gestion des identités et des accès, Oracle Identity Governance, avec la partie fonctionnelle et API qui est utilisée pour gérer en fait ces rôles-là dans l'outil. Donc, on a une première phase qui va être le chargement des données dans notre outil de role mining au travers d'un ETL et d'outils de Sparking. Et puis, on va avoir la phase de définition de rôle, de mining, qui est la phase la plus importante en fait dans cet outil, et qui va être le filtrage par un gestionnaire de rôle, qui va définir quels sont les éléments qui viennent de l'outil Identity Governance, qui ont été chargés dans cet outil, et quels sont ces éléments qui vont être pris en compte pour la phase de définition. C'est une phase, suite à cette phase, il va y avoir toute la partie mining, donc avec des algorithmes de machine learning qui vont faire des agrégats en fait, de regroupement d'éléments pour proposer les rôles qui correspondent aux caractéristiques voulues. Et puis, on va avoir toute la phase d'analyse avec l'impact de ces rôles, une vision en fait de l'impact qu'auraient ces rôles sur la cible qu'est Oracle Identity Manager. Donc on voit quels sont les utilisateurs qui vont avoir les rôles, quels sont les utilisateurs qui ne vont plus en avoir, quel droit ça donne, quel droit ça retire. Et on va avoir comme ça une prévisualisation de ce qui va réellement se passer quand on va publier. Et puis la dernière étape, qui est la publication de ces définitions de rôle, définitions d'attribution dans Oracle Identity Governance. Et en fait, ça va rentrer dans un module qui justement gère en fait le cycle de vie des rôles dans Oracle Identity Governance. Et une fois que c'est chargé, en fait, c'est appliqué dans le système et les rôles sont définis et éventuellement les utilisateurs sont provisionnés dans ces rôles
qui vont donc avoir accès aux applications qui sont données au travers de ces rôles qui leur sont donnés. Ça, c'est un premier cas d'usage. Un deuxième cas d'usage, c'est un cas d'usage où on veut mettre en place une nouvelle application dans notre système et où on va utiliser des fichiers plats. Donc, des fichiers plats dans lesquels on va décrire en fait ces applications, on va décrire la population qui y a accès. Et ça permet aussi d'être chargé dans cette application de gestion de rôle et puis de faire toute une phase d'analyse, toute une phase de minage avec pareil la partie impact sur la cible pour voir en fait quel est l'effet en fait de ces définitions. Et là, avant de les publier, en fait, on va charger dans notre outil de gestion des identités cette nouvelle définition des applications. On va la définir, on va la configurer. Et puis, une fois que c'est fait, on va publier les rôles qui vont donner accès, qui va leur donner accès au travers de rôles. Et le troisième use case, qui est le mix des deux. Hein. Ça permet, pareil, de prendre comme référentiel la base OIG et puis de voir, en fait, de rajouter des fichiers plats pour modéliser, en fait, une nouvelle population, pour modéliser de nouveaux critères sur les identités. Et comme de cette façon, de voir un petit peu l'impact que pourrait avoir une réorganisation, pourrait avoir l'impact d'un changement de système RH, de gestion d'identité en source autoritaire, qui permet en fait d'affiner le modèle de rôle en plus des données qui sont effectives dans l'OIG. Donc c'est pareil, on va charger et des données d'OIG et les fichiers plats qui caractérisent un changement qu'on veut tester. On va les passer dans l'outil, on va les charger. On va pouvoir voir, définir des critères pour définir de nouveaux rôles. Et on va derrière pouvoir les valider et les appliquer au final. Donc c'est toujours le même principe, mais c'est un principe qui permet de gérer assez intelligemment cette notion de rôle qui, à la base, est une super idée, mais qui, au final, souvent se retrouve avec les problèmes que j'ai cités en début de présentation de cette partie. Donc, je vais passer la main à Antoine pour ce Parfait. Merci, qu'il peut y avoir. merci David pour ta présentation. Merci beaucoup Charles pour votre retour d'expérience. Donc nous allons en effet passer à une partie questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le bouton Q&A que vous voyez sur la plateforme Zoom. Avant de prendre les questions, je souhaite également vous parler de notre événement Cloud World Tour Paris que vous voyez sur le slide. Donc, les inscriptions sont ouvertes. L'événement aura lieu le 13 mars prochain à Paris et je vous invite à cliquer sur le lien dans le chat pour consulter l'agenda et vous y inscrire. On va maintenant regarder les questions qui sont tombées et on va commencer par vous, Charles, une question qui est tombée pendant votre présentation. Avez-vous eu besoin d'accompagnement pour la mise en place de ce projet et quel type de prestations vous avez eu recours? Alors oui, nous avons eu besoin d'accompagnement en fait à deux étapes. La première, c'est qu'on avait besoin de valider que la solution pouvait répondre à notre besoin. Donc, nous avons fait appel aux consultants d'Oracle et à David en particulier qui nous a accompagnés sur un POC pour valider la solution. Et ensuite, pour la mise en œuvre, nous avons fait appel à un intégrateur d'Oracle qui nous a accompagnés pendant les différentes phases du projet. D'accord. Merci beaucoup, Charles. Une autre question. Quel gain avez-vous identifié avec la mise en place de cette solution? Alors, cette solution, en fait, elle doit nous permettre de retrouver des capacités à gérer les accès à nos systèmes d'information, c'est-à-dire de pouvoir à tout moment savoir euh, quels sont les accès dont dispose un utilisateur et surtout de pouvoir évoquer ces accès dès son départ.
D'accord, parfait. Et une autre question, quelle sera la prochaine étape du projet? Alors, la prochaine étape, ça va être la gestion des accès. Donc l'année prochaine, nous allons commencer à travailler sur la partie authentification, SSO et MFA. D'accord, très clair. Bah, merci beaucoup Charles. Il y a d'autres questions, je pense que c'est plus pour toi, David. Donc, tu as évoqué les architectures Zero Trust, mais comment vous inscrivez-vous dans ce type d'architecture? Quels sont les bénéfices? Effectivement, ça, c'est une question qui est assez vaste. Et en fait, dans les architectures Zero Trust, en fait, les produits que j'ai présentés en font partie. Zero Trust, ça implique du MFA, par exemple. Ça implique une authentification forte des utilisateurs et de faire abstraction de tout ce qui est mot de passe. Ça, c'est la première partie de présentation que j'ai faite. Le Zero Trust, c'est aussi de s'assurer que les utilisateurs ont les bons droits dans l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui permet d'être fait au travers d'une gestion des identités, telle que je l'ai présenté dans la deuxième partie et que l'a présenté aussi Charles dans son cas d'usage. Mais au-delà de ça, c'est aussi la capacité de nos outils à s'interfacer et à s'intégrer dans des environnements qui sont plus techniques, plus d'infrastructures et qui permettent de faire ce qu'on appelle du zéro trust au niveau du réseau, au niveau des systèmes d'hébergement. Et ça, en fait, nos produits, ils ont la caractéristique d'être disponibles sous forme de microservices. En fait, cette capacité d'être disponible sous forme de microservices, ça leur permet aussi d'être déployés dans du Kubernetes. Et en fait, Kubernetes se trouve être un environnement qui est assez propice et assez accessible pour mettre en place des solutions Zero Trust au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'infrastructure Kubernetes. Donc, en tous ces éléments-là, c'est une façon en fait de s'inscrire et de vraiment répondre à cette problématique qui est ultra importante en fait aujourd'hui dans un monde cyber. Les directives NIS, elles sont là aujourd'hui pour en fait faciliter et renforcer la sécurité d'un État, des États et aussi de toutes les entreprises. Et c'est super important en fait cette partie-là euh, d'un point de vue zéro trust en fait. Et merci beaucoup, David. On approche la fin. Je vais te donner une dernière question qui vient de tomber. Supportez-vous les certificats comme mode d'authentification initiale? Alors là, je pense qu'on veut parler de toute la partie multifacteur et avec Universal Authenticator. Effectivement, dans la présentation, il y a toute la partie smart card qui est disponible en termes d'authentification primaire, ou d'ailleurs qui peut être utilisée aussi par les applications quand elles ont besoin de renforcer l'authentification et de vérifier quel utilisateur est réellement connecté. Ça fait partie des facteurs qui sont activables au travers d'une solution de multifacteur. Ça fait partie de FIDO, ça fait partie du MFA. Oui. Parfait. Bah, merci beaucoup, David. Merci, un grand merci à Charles pour votre participation et votre retour d'expérience. Merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Merci à tous pour votre présence et participation à ce webinaire. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir.